Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'histoire de l'atome de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Cette partie intervient dans le programme Organisation et transformation de la matière en classe de 3e. Avant de retracer l'histoire de l'atome au fil des siècles, il faut savoir qu'aujourd'hui nous savons que la matière, qu'elle soit solide, liquide ou même encore gazeuse, est faite d'un assemblage de petites briques, et ces petites briques sont appelées des atomes. L'idée de l'existence des atomes est née sur les bords de la mer Égée, il y a presque 2500 ans. Les philosophes grecs, Leucippe et Démocrite, ont les premiers suggéré que toute la matière était composée de particules invisibles à l'œil nu, de formes variées et insécables, appelées atomos, qui signifie qu'on ne peut pas couper. Cette idée a sans doute germé en regardant les plages de sable qu'ils avaient constamment sous les yeux. Si on regarde une plage du haut d'une falaise, il est impossible de savoir qu'elle est composée de petits grains de matière. Pour s'en apercevoir, il faut s'en rapprocher très près. Il en est de même pour la matière, elle est constituée de petits grains, mais à notre échelle, il est impossible de s'en apercevoir. Pour Leucippe et Démocrite, si l'on brisait un objet en fragments de plus en plus petits, il y a forcément un moment où l'on atteint le plus petit morceau de matière qu'il soit possible de casser. Si tel n'était pas le cas, il faudrait supposer que n'importe quel corps peut être divisé à l'infini, ce qui est absurde. Mais un peu plus tard, en 400 avant Jésus-Christ, Aristote proposa que toute matière était composée non pas d'atomes, mais d'un assemblage subtil de 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu, et que donc pour lui, l'atome n'existe pas. C'est la théorie des 4 éléments, selon Aristote. Cette conception perdura jusqu'au début du XIXe siècle. Pendant plus de 2000 ans, la théorie des 4 éléments fut celle communément admise et reconnue. Il faudra attendre le XIXe siècle et les travaux expérimentaux de John Dalton, considéré comme le père de la théorie atomiste, pour prouver que la théorie des 4 éléments était fausse et que la matière était constituée d'atomes. Justement, en 1808, le chimiste anglais John Dalton fait une expérience. Il fait réagir 1 g de dihydrogène avec 8 g de dioxygène et il s'aperçoit que cette réaction forme 9 g d'eau. Selon Dalton, ces résultats s'expliquent si l'on suppose que la matière est constituée des petites particules indivisibles imaginées par les Grecs, les atomes. Il propose alors comme modèle de l'atome une simple boule de billard. Au fil des années, différents modèles de l'atome vont émerger. Et si l'atome était comparable à un gâteau au raisin ? Après la découverte de l'électron en 1897, le physicien anglais Joseph John Thomson suppose que les atomes sont comme une pâte chargée positivement qui emprisonne des grains négatifs, les électrons. Il bâtit ce modèle pudding, du nom d'un dessert de son pays d'origine, l'Angleterre. Cette conception de l'atome n'était pas bonne et sera remise en cause plus tard par Ernest Rutherford. En faisant des expériences sur la radioactivité, Rutherford découvre que l'atome possède un noyau en son centre chargé positivement, autour duquel gravitent des électrons chargés négativement. Mais surtout qu'un atome est essentiellement constitué de vide, d'où le terme de structure lacunaire pour le modèle planétaire de Rutherford. Modèle planétaire car celui-ci fait penser aux planètes tournant autour du Soleil. Un peu plus tard, Rutherford découvre que le noyau est composé de particules plus petites qu'il appela protons. Ce sont d'ailleurs ces particules qui font que le noyau d'un atome est chargé positivement. En 1913, le Danois Niels Bohr, en s'aidant des travaux de Max Planck, s'inspire du modèle de Rutherford, mais en y ajoutant quelques modifications. En effet, il prouve que les électrons ne peuvent se déplacer que sur des orbites bien particulières, un peu comme pour les étages d'un immeuble. Des personnes peuvent se trouver au premier, voire au deuxième étage, mais pas entre les deux. Il en est de même pour les électrons, sauf que ce ne sont pas des étages mais des orbites. En 1935, en Autriche, Erwin Schrödinger vient de concevoir une expérience inédite, une expérience de pensée. Je vous invite à cliquer sur le lien si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette expérience. Puis, en 1927, de la même façon, il établit son propre modèle de l'atome, un modèle probabiliste. Pour Schrödinger, il est impossible de savoir où se trouvent les électrons à un instant donné. On ne peut que établir une probabilité de présence de ces derniers. Cette probabilité de présence des électrons peut être forte,
ce qui est représenté par une zone sombre sur le modèle de l'atome, ou faible, représenté par des zones plus claires. Son modèle probabiliste de l'atome se résume à un noyau chargé positivement, positionné au centre, entouré par un nuage électronique chargé négativement. Avec les connaissances actuelles, il s'agit du dernier modèle en date, mais il n'est pas impossible, cela est même fort probable, qu'il y ait d'autres modèles pour l'atome dans les années futures. A noter que le modèle de l'atome utilisé en classe de 3e est celui de Rutherford, c'est-à-dire un atome constitué en son centre d'un noyau chargé positivement, autour duquel tournent des électrons chargés négativement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile, je vous remercie et je vous dis à bientôt.